Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 1er décembre 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Un laboratoire de créativité se tiendra durant 4 jours dans Portneuf au mois d'avril 2023. Nous avons rencontré le coordonnateur du Lab créatique, Pierre Lantier. L'humoriste et animateur Alain Dumas est au Roquemont à Saint-Raymond ce soir pour l'enregistrement de son émission Radio Luminol, diffusée entre autres sur Choc 88.7. Nous avons une entrevue avec l'humoriste et aussi avec Michel Cloutier et Izzy de la radio. La ville de Lac-Sergent peut compter sur un barrage sécuritaire encore pour plusieurs années. Et la ville pourra étendre davantage de toiles au fond du lac pour étouffer la myriophylle à épis. Et des suspects sont arrêtés dans Portneuf devant les fraudes utilisant une institution financière pour arnaquer les victimes. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Sur la scène policière, 4 suspects ont été arrêtés durant la dernière semaine dans Portneuf suite au signalement de fraude utilisant une institution financière. Lundi après-midi, le 28 novembre dernier, les policiers de la MRC de Portneuf ont procédé à l'arrestation de Mathieu Modery, âgé de 21 ans, et un jeune homme de 17 ans dans le secteur de Pont-Rouge suite à un signalement d'une tentative de fraude. Les 2 suspects ont été interpellés ensemble dans un véhicule. Ils ont comparu au palais de justice de Québec. Les policiers ont saisi dans le véhicule plus de 6 000 $ en argent comptant, 2 cellulaires et plusieurs cartes de débit et crédit. Le véhicule dans lequel se trouvaient les 2 suspects a aussi été saisi. Rappelons que le jeudi 24 novembre dernier, en après-midi aussi, dans le secteur de Saint-Raymond, un homme et une femme respectivement âgés de 21 et 17 ans ont été interpellés ensemble dans un véhicule suite à un signalement d'une tentative de ce même type de fraude. Les policiers avaient saisi plus de 5 000 $ en argent comptant, 2 cellulaires et plusieurs cartes de débit et crédit. À Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, le ministère des Transports et de la Mobilité durable lance un sondage en ligne pour connaître l'évaluation des usagers sur son projet pilote mis en place l'été dernier pour sécuriser et faciliter le passage des piétons et des cyclistes par une traverse avec feu rectangulaire et clignotement sur la route de Duchesnay, c'est-à-dire la route 367. Un dispositif de feu rectangulaire à clignotement rapide a été installé en plus d'un marquage au sol à la hauteur de la traverse de la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf. Le sondage se déroule jusqu'à la mi-décembre. La population adulte de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et des municipalités avoisinantes ainsi que les utilisateurs de la vélopiste sont invités à répondre aux 10 questions avec choix de réponse. Le projet pilote a été mis en opération le 12 mai et a été retiré le 7 novembre dernier. Le marquage au sol demeure en place et la signalisation sera adaptée à la traverse de motoneige durant la saison hivernale, mais sans le dispositif clignotant.
La structure du barrage du lac Sergent, construit en 2003 pour contrôler les crues du lac, est considérée en excellentes conditions et probablement bonne pour encore les 20 prochaines années, selon une récente étude sur la sécurité du barrage. La municipalité de lac Sergent, qui devait réaliser cette étude ces années-ci sur la sécurité du barrage, selon les recommandations émises il y a 20 ans, a profité des travaux de reconstruction du pont de la décharge du lac en 2021 par le ministère des Transports pour entreprendre cette étude. Ce pont est une partie intégrante du barrage du lac Sergent. Écoutons le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard. Mais aussi, ça concordait avec les réparations majeures qu'il y avait sur le pont de la décharge par le ministère des Transports. La particularité qu'on a, c'est que notre barrage est partie intégrante du pont. Fait qu'on avait certaines craintes sur les impacts que pourrait avoir la reconstruction du pont avec le barrage. Fait qu'on a fait faire l'étude de façon proactive du barrage, qui était tel que requis, ce qui nous a permis aussi en même temps de suivre plus précisément, ou je dirais de façon plus assidue, les réparations qu'ils ont eues au pont. Fait que ça concordait les deux et c'était des travaux qui étaient complémentaires. Ce barrage en opération depuis 2004 aura permis à la ville de Lac-Sergent de faciliter la vie des plaisanciers et aussi de contrôler la crue printanière. On l'écoute à nouveau. Il y a beaucoup de bénéfices au lac au niveau de la stabilité pour la navigation et les plaisanciers de l'été. Il permet aussi une stabilisation des crues printanières parce qu'on peut réajuster le barrage en fonction de chaque saison. Et selon les règles gouvernementales, on avait une obligation de faire une étude sur la sécurité du barrage en cas de rupture ou de bris majeur sur une période de 20 ans. L'échéance était en 2023. Soulignons que le député de Portneuf, Vincent Caron, a annoncé que le gouvernement du Québec a investi 10 000 $ pour cette étude qui en aura coûté 15 000 $. D'autre part, la ville de Lac-Sergent pourra étendre davantage de toiles au fond du lac pour contrôler la plante aquatique envahissante, la myriophylle à épis. La ville, qui possédait un certificat restreint du ministère de l'Environnement depuis 3 ans, pourra augmenter la superficie des toiles qui étouffent la plante au fond du lac. Écoutons le maire Yves Bédard. On a finalement obtenu notre certificat pour faire l'ensemble du lac en fin d'année. Cette année, on va commencer à s'attaquer à d'autres secteurs du lac. Les premiers résultats sont assez encourageants. On a développé une technique qui est assez particulière depuis 3 ans. Ça nous a permis, les délais nous ont permis de peaufiner la technique de mise en place. On mettait en moyenne une 20aine de toiles au cours des 3 dernières années par été. Alors là, on va parler qu'on s'enligne vers entre 60 et 80 toiles qui vont être installées par été pour les 2 prochaines années. Malgré tout, il sera impossible d'éliminer complètement la myriophylle à épis, mais son contrôle est possible en combinant la toile et l'arrachage des racines aux endroits plus denses et où elle débute sa croissance. De plus, des alliés végétaux semblent se pointer, comme nous le dit le maire Yves Bédard. Elle va toujours exister. Le but, c'est de réussir à la restreindre au maximum. Je vous dirais, les premiers résultats nous disent que même il y a certaines plantes naturelles qui semblent vouloir prendre le dessus sur le myriophylle dans certains secteurs quand les toiles sont installées. C'est pas parfait, mais disons que c'est encourageant de dire oui, il y a peut-être une lueur au bout du tunnel, puis c'est pas un drain, là, on va peut-être voir on devrait avoir quelque chose qui arrive en bout de ligne. À Saint-Raymond, hier, le pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la Capitale-Nationale, en collaboration avec la MRC de Portneuf, ont lancé le Lab Créatique Portneuf qui se tiendra au mois d'avril 2023. Nous avons rencontré le coordonnateur Pierre Lantier, mais avant, écoutons le reportage de Danick Julien. Afin d'encourager les gens de Portneuf à développer des projets d'entrepreneuriat social, un nouveau projet incitant la créativité voit le jour dans Portneuf. Celui-ci est porté par la société Pôle CN et se nomme Lab Créatique. Il vise à encourager le dialogue pour trouver des solutions aux enjeux de la région. De ce fait, du 13 au 16 avril 2023, des rassemblements seront tenus à Pont-Rouge, Saint-Raymond et Deschambault. Pour le préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreau, une initiative de ce genre est favorable pour la région. Le développement régional, on a toujours des réflexes qui sont d'attendre des projets, de la présentation de projets qui émanent de l'entreprise privée ou des OBNL ou autres. La façon de Lab Créatique avec le pôle de la Capitale-Nationale
tente évidemment de réunir différents acteurs, que ce soit au niveau des organismes communautaires, que ce soit les citoyens, le politique et même les municipalités. Alors, on va assurément être porteurs et des réels partenaires à vos côtés pour faire en sorte de pouvoir stimuler la fibre entrepreneuriale et surtout être en mesure de voir éclore des projets innovants pour notre région. De plus, Écoutons maintenant l'entrevue que nous a accordé le coordonnateur du Lab Créatique et agent de développement régional, Pierre Lantier. Bonsoir, M. Lantier. Bonsoir. M. Lantier, nous sommes ici au Centre multifonctionnel à Saint-Raymond. En fait, vous venez de présenter le Lab Créatique pour l'ensemble des gens de la MRC de Portneuf. Qu'est-ce que c'est exactement le Lab Créatique? En fait, le Lab Créatique, ça va être un espace. En fait, ça va être un 4 jours consécutif du 13 au 16 avril 2023 où on invite les gens à venir déposer un projet. Déposer un projet, qui peut venir déposer? Soit des citoyens, soit des entreprises, des OBNL, des gens qui ont déjà des projets qui sont comme un peu dans leur tête, qui ne sont pas nécessairement finalisés. Donc, c'est vraiment pour les bonifier, pour venir les challenger, pour venir comme ensemble, réfléchir ensemble. Donc, fructifier l'intelligence collective pour faire avancer les projets. Ça, c'est le pôle de l'économie sociale, en fait, qui chapeaute ça? Oui, le pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale. On a fait ça à Charlevoix au printemps dernier. Et là, on s'en vient à Portneuf. Et ensuite, on fait la suite des régions là, de cette manière-là. Et comment vous organisez votre laboratoire? Parce qu'il y a un préparatif avant aussi. Bien, préparatif, c'est quand même facilement une année avant. En fait, c'est d'abord, nous, on trouve ça très important de travailler avec les MRC. La MRC de Portneuf, d'ailleurs, c'est un partenaire co-porteur du projet. On travaille également avec une dizaine d'organisations de la région de Portneuf pour que le Lab Créatique soit vraiment à la lumière et à la couleur de Portneuf. Donc, ça veut dire comme c'est Portneuf, c'est vraiment la cellule de veille qu'on l'appelle, qui a vraiment trouvé le nom en tant que tel. L'image de dire comme, OK, on s'en va dans cette direction. Toute la programmation également va être filtrée à travers les organisations de la région avant de l'offrir à la population et aux porteurs de projets parce que c'est une programmation qui sera double. Une programmation qui va être ouverte au public et également pour les porteurs de projets avec un parcours entrepreneurial pendant 4 jours. Quel genre de projet vous attendez, en fait? Tous les projets sont... En fait, c'est multisectoriel. Ça peut être autant au niveau alimentaire, au niveau du transport, au niveau de la préservation de la nature, l'accès à la nature. Ça peut être au niveau de l'habitation collective également. Alors, tous les projets qui peuvent arriver à répondre à des enjeux du milieu, de la communauté ou d'une municipalité. Dire, bien, pourquoi pas, je vais arriver à le faire. Ça peut être un restaurant culturel. Ça peut être... Vraiment, tout est ouvert dans les possibilités. Alors, nous, on accueille soit les projets individuels ou collectifs. Individuel ou collectif, alors ce n'est pas nécessairement une entreprise d'économie sociale ou à but non lucratif qui peut présenter? Non, parce que les entreprises privées ou les individus qui veulent partir en entreprise libérale sont les bienvenus. En fait, l'idée, nous, on veut favoriser l'intelligence collective. Alors, c'est pas une forme juridique d'entreprise, mais c'est vraiment d'amener tous les gens à réfléchir pour comment on va répondre aux enjeux et aux besoins du milieu. Alors, après ça, quelqu'un peut arriver avec du privé et sortir avec du collectif, et l'inverse est aussi vrai. Alors, nous, on est vraiment là pour labourer le terrain et puis de voir comment les tiges peuvent commencer à sortir. Et de là, il va y avoir tout un système d'accompagnement qui suit le Lab Créatique pour les accompagner. Donc, des professionnels SADQ, SADC, excusez-moi, ou encore le pôle fait de l'accompagnement également, le CDRQ ou encore la MRC. En fait, le laboratoire, concrètement, va se dérouler à 3 endroits précis dans Portneuf. C'est au mois d'avril. Hein? Avril. C'est du 13 au 16 avril 2023. Il y a le Moulin Marcoux à Pont-Rouge. Il y a également ici, au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond et également à l'église Saint-Joseph de Deschambault. OK. Et à ce moment-là, est-ce que les gens demeurent là? Concrètement, comment ça se passe? En fait, c'est sûr qu'on attire d'abord les gens de Portneuf. Donc, l'hébergement, on n'héberge pas les gens. Donc, la première journée, ça se passe au Moulin Marcoux. Ça va être les grandes conférences. On n'a pas encore de nom à vous donner. Ça viendra bien. Et ensuite, le samedi et le dimanche, toute la journée, on va être ici, même au centre multifonctionnel. Il va y avoir des ateliers toute la journée. Et en simultané, il va y avoir des ateliers pour le grand public pour venir voir un peu les exemples de réussite au Québec. Qu'est-ce qui se fait en transition socio-écologique? Qu'est-ce qui se fait de façon comme novatrice ailleurs au Québec et qui pourrait inspirer les porteurs de projets? Donc,
donc, en fait, c'est vraiment d'arriver à nourrir l'esprit, finalement, pour arriver à être mieux dans son milieu et changer le monde et en respect à la localité et à la région. Est-ce que c'est un concept qui existe aussi ailleurs? Comment vous avez développé ce concept-là? En fait, c'est un projet qui se produit ici dans toutes les régions du Québec actuellement. C'est une approche, en fait, qui a été développée notamment avec la Fondation Lucie-André Chagnon, qui est un des porteurs du projet de chantier de l'économie sociale et les 22 pôles du Québec. Et à travers... en fait, c'est un peu à l'instar des hubs ou encore des événements charrettes. L'entreprise privée travaille beaucoup à ce niveau-là. On arrive avec une idée au début, le jeudi et le dimanche, on a un projet. C'est un peu à la sauce, finalement, des hubs ou des start-up projets, start-up de projets. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers dans Port-Neuf qu'on souhaiterait davantage innover? C'est sûr que l'habitation collective est vraiment quelque chose qui est pas très représenté. Il y a quelque chose à ce niveau-là, au niveau de l'habitation collective. Il y a le service de proximité. Beaucoup de petites localités n'ont pas de services, ils n'ont pas de dépanneurs, ils n'ont pas d'épicerie. Il manque de petits services là, parce qu'il y a une dévitalisation. Merci beaucoup. Alors vraiment, c'est d'arriver à voir comment on peut arriver à combler ces besoins-là. Au niveau du transport, évidemment, il y a quelque chose qui est en jeu à ce niveau-là. Donc, il y a l'accès à la nature. On nous a dit qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui manquait. Aussi, la revitalisation des églises, le patrimoine bâti, comment lui donner une nouvelle valeur. Est-ce qu'on peut le changer en OBNL, un tiers-lieu, un lieu où se rassembler, se reconnaître? On nous a vraiment parlé qu'il manquait de ces espaces-là, les anciens parvis de l'Église, finalement. Alors, c'est vraiment de recréer ces espaces-là. Oui, il y a plusieurs enjeux à ce niveau-là. Vous avez réalisé le Lab créatique dans Charlevoix. Où en sommes-nous actuellement, justement, au niveau des projets? Est-ce qu'il y a des projets qui ont émergé? Au Lab créatique Charlevoix, il y a eu 40 projets qui ont été déposés, 24 projets qui ont été déposés, 40 participants. Et il y a 6 projets qui sont en émergence actuellement, qui sont accompagnés et qui fonctionnent. Et il y a 6 autres projets qui existent toujours, mais pas en accompagnement. Donc, 50 des projets déposés ont une activité ou une vie active actuellement. Comment on fait pour s'inscrire et justement pour participer à ça? On s'inscrit sur le site du pôle CN. Le pôle CN, c'est le pôle des entreprises d'économie sociale, www.pôlecn.org. Et à ce moment-là, on va sur le Lab créatique, on s'inscrit simplement. Et puis, c'est tout simple. En fait, ça coûte 80 $ pour participer à toutes les activités que l'on donne. On donne les repas, on donne la programmation et du coaching en même temps, qui va être pour chacun des entrepreneurs, il va y avoir du coaching personnalisé. Alors voilà, c'est sur le site web du pôle CN. Est-ce que la personne doit avoir vraiment un projet concret, une idée? Comment, justement, qui peut? En fait, ça part de l'idée. En fait, une simple idée est admissible et ça peut être un projet qui va être sur le point d'être réalisé également. Et donc, le spectre est très, très large. En fait, on veut des gens motivés et réfléchir ensemble. Alors, moi, j'ai une idée, je veux vraiment la pousser, je veux l'amener plus loin. Et alors, voilà. Donc, ça peut être autant de l'idée au projet qui va être réalisé dans un mois, mais en même temps, le Lab créatique va s'adapter à tout ce genre de porteurs-là. Et donc, on a des coachs professionnels qui sont là pour les accompagner dans le processus entrepreneurial. Donc, la faisabilité, la viabilité, c'est quoi la clientèle cible, réfléchir à la mission, c'est quoi mon impact dans la collectivité, etc., etc. Comment vous attendez de gens ou quels sont vos objectifs? En fait, la cible, l'an passé à Charlevoix, elle était néante, dans le sens que c'était la première fois qu'il y avait un lab créatique en tant que tel. On est dans la 2e édition à Port-Neuf. J'aurais tendance à dire, je vise entre 40 et 60 personnes en tant que telles participantes. De projets déposés, ça dépend de l'individuel ou du collectif. Alors, le nombre de projets à voir, mais vraiment, j'aurais une cinquantaine de personnes comme objectif là, de participants en tant que tels, mais aussi des centaines de personnes qui viennent aux conférences grand public, qui viennent dans les ateliers, dans les panels, ou qui vont être ouverts au public également pour s'informer. Donc là, on parle plus de 500, 700, 800 personnes au niveau du grand public. Et peut-être en terminant, je vais trouver ma question. Est-ce qu'il y a une sélection, justement, avant de participer? On peut s'inscrire, mais est-ce qu'on peut ne pas être choisi en tant que tel?
Mais si on ne veut pas être choisi, il ne faut vraiment pas vouloir avoir un impact sur sa communauté. Alors, où on met, en fond, pour nous, on a mis un prix d'entrée, c'est vraiment dans cette direction-là. Si on met un prix, c'est parce qu'on croit qu'on veut travailler un projet. Presque 100% des projets sont acceptés, mais il y aura une sélection juste comme pour valider l'intérêt du promoteur en tant que tel. Mais en soi, il n'y a pas... Le seul critère, c'est la motivation, qu'on veut avoir un projet pour Portneuf, pour les enjeux de Portneuf. Alors, ça se résume, et de participer pleinement au Lab créatique, c'est-à-dire du 13 au 16 avril prochain. Qui sera accompagné par les professionnels? Est-ce que c'est tous les participants ou il y a un jury? Il y a comme un jumelage qui va se faire selon l'état d'évolution du projet. Si le projet est à l'idée, il ne sera pas accompagné de la même manière que si un projet est en création de son plan d'affaires ou encore si l'idée est plus en termes de démarrage ou d'incorporation. Alors, selon le type de coach qu'on a, ça va être jumelé selon aussi le projet qu'on reçoit. Donc, un jumelage qui se fait. Alors, Pierre Lantier, conseiller en développement régional et aussi coordonnateur du Lab créatique. Merci beaucoup de cet entretien. Au plaisir. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et une entrevue avec l'humoriste Alain Dumas, ainsi qu'avec Michel Cloutier et Izzy de la radio Choc FM. Je vais vous dévoiler comment on fait disparaître une bouteille avec un foulard. Vous couvrez la bouteille avec le foulard et là, attention. 1, 2, 3. La bouteille disparaît. Je vous dévoile le secret du tour. Tout ce qu'il faut faire, c'est disparaître. La Commission municipale du Québec a publié cette semaine son rapport sur les performances du programme triennal d'immobilisation, les PTI, réalisé dans les municipalités de Prévost, de Saint-Raymond et de Val-des-Monts. L'objectif de la Commission était d'évaluer si le processus d'élaboration du PTI permettait d'établir des prévisions en fait d'investissement avec suffisamment de rigueur pour que les municipalités puissent planifier, orienter et coordonner efficacement leurs ressources. Le PTI dresse un inventaire des projets à réaliser et à prioriser à chaque année pour les 3 exercices financiers suivants en détaillant le montant et le mode de financement de chaque projet. S'il est bien élaboré, la Commission estime que cet outil de planification des investissements assure la pérennité des actifs. Le processus d'élaboration du PTI de Prévost, Saint-Raymond et Val-des-Monts pourra être amélioré selon la Commission municipale, notamment en ce qui a trait à l'encadrement, à la priorisation, l'élaboration des estimations des coûts et l'information disponible aux membres du Conseil. Plus de 200 municipalités au Québec n'ont pas adopté de PTI 2021-2023 ou en ont préparé un pour un seul exercice financier. La MRC de Portneuf endosse l'élaboration d'un plan d'action jeunesse pour les 3 prochaines années, tel que présenté par le nouvel agent dédié à la cause à la MRC, Marc Voyer. Un montant de 69 000 $ a été alloué pour la mise sur pied du plan d'action qui vise à ce que Portneuf soit attractif pour les jeunes de l'extérieur et puisse aussi garder les jeunes portneuvois le plus longtemps possible. La MRC de Portneuf renouvelle aussi ses ententes sectorielles sur les activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et Lévis 2023-2025. Un montant de 69 000 $ est aussi alloué pour ces 3 prochaines années. Ces ententes favorisent le développement et la mise en valeur du secteur agricole et agroalimentaire et à la mise en œuvre aussi du plan de développement de la zone agricole. Pour la présente entente 2021-2024, un montant de 1,7 million est consacré à la réalisation de 8 projets répartis en 4 chantiers dans la capitale nationale et aussi Lévis, le Grand Marché de Québec, la remise en production de terres agricoles inexploitées, le développement des marchés ainsi que la relève entrepreneuriale et la main-d'œuvre.
L'Office d'habitation du Grand Port-Neuf offrira au cours des prochaines semaines un service d'aide à la recherche de logement dans la MRC de Port-Neuf. Cette plateforme web facilitera la recherche de logement pour les citoyens de Port-Neuf, en plus de permettre aux propriétaires d'afficher leur logement disponible. L'Office d'habitation du Grand Port-Neuf pourra compter sur une nouvelle ressource pour mettre en place un nouveau service. La MRC de Port-Neuf y participe pour un montant de 36 000 $. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, la MRC de Port-Neuf lance un appel à la population pour loger une vingtaine d'immigrants et immigrantes, infirmiers et infirmières provenant du Maghreb et du Cameroun qui arriveront en février 2023. Ces immigrants viendront parfaire leurs connaissances pour pouvoir pratiquer au Québec. Ils seront affectés comme préposés aux bénéficiaires à l'hôpital régional à Saint-Raymond et à Donnacona. Certains seront accompagnés d'un conjoint et même d'enfants dans le but de s'établir au Québec. La Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf a un nouveau conseil d'administration 2022-2023, présidé par Amélie Morin de Accès Conseil, qui prend la relève de Mélanie Beaupré-Dion de Lemieux-Nollet après près de 9 ans à la présidence. Samuel Vincent Guay de Selcotec devient vice-président et Elliott Vizina de la société Mallette demeure au poste de trésorier. Mario Dupont de la clinique d'orthothérapie de Pont-Rouge, Élisabeth Alain de Promutuel, Jean-Philippe Doucet du Golfe Grand Port-Neuf, Marc-André Mouton du Château Bellevue de Pont-Rouge et Mme Anne Bouchard-Courtier Immobilier résidentiel renouvellent leur mandat comme administrateur pour 2 nouvelles années. Michel Cloutier de la radio Choc FM et Laurie Châteauvert de l'Arc-en-Ciel font leur entrée comme administrateurs et secrétaires. Ce jeudi soir, à l'hôtel Resto-Bar Le Roquemont à Saint-Raymond se tient l'enregistrement d'une émission de radio avec l'humoriste, comédien et animateur Alain Dumas. Nous avons rencontré Alain Dumas avant son enregistrement. Écoutons l'entrevue. Bonsoir, Alain Dumas. Bonsoir à toi. Content de te rencontrer. Ben oui, moi aussi, effectivement. Alain, sur Wikipédia, on dit que tu es né le 10 mars 1961, donc tu as 61 ans. Exact. Cette année, est-ce qu'Alain Dumas, à 61 ans, est heureux? Ah, écoute, et ça, c'est drôle parce que la question, est-ce qu'on est heureux, ce sont des vagues, hein? Est-ce qu'on est heureux? Mais je t'avouerai qu'au moment où tu me parles ce soir, la vie est belle, la vie est merveilleuse. Il y a eu des tempêtes dans ma vie, il y a eu toutes sortes de choses. Mais je réalise de plus en plus que la vie est fragile et que notre plus beau pouvoir, c'est de le savoir et de ne jamais perdre de vue. Alors, moi, je suis très heureux d'avoir une vie qui est agréable et qui est bien, et j'apprécie chaque petit moment. Et ici, au Roquemont, ce soir, wow, c'est un sacré beau moment. Alors, assez difficile de ne pas être heureux. Oui, c'est sûr. Parlons un peu de ta carrière. Tu as commencé l'humour, en fait. Est-ce que l'humour a été le début, en fait, de ta carrière publique? Oui, c'est très bon comme question parce que je suis assez caméléon. Alors, c'est sûr que ça devient un peu difficile de savoir de quelle façon j'ai commencé. Mais c'est certain que l'humour a été ma première chose. Et puis, c'est drôle parce que si je recule quand j'étais petit et que je faisais des spectacles dans ma famille, hein, souvent, c'est là où on va voir un peu, bon, quels sont tes talents ou tes envies. Moi, je faisais beaucoup d'imitations et de parodies. Je te jure, je suis très jeune. Des parodies de chansons. Et c'est quelque chose que j'aimais faire. Et c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Donc, quand j'ai commencé, je suis obligé de te dire que je faisais des parodies de chansons. Et c'était pas mal la première affaire que je faisais. Et c'était ça. Et donc, il y avait beaucoup d'humour et il y avait beaucoup de chansons aussi. Ça, c'était quelque chose qui était collé à moi. Oui, parce que tu chantes. Est-ce que tu as appris à chanter? Écoute, je pense que au départ, je me rappelle au secondaire, mes parents ont été des moyens assez ordinaires, de sorte que, très heureux, mais on n'avait pas de grands cours de ci puis de ça. Aujourd'hui, tu as des cours, tu cours avec les enfants, plein d'affaires. Et le seul cours que mes parents m'ont payé, hein, c'est un cours de chant quand j'étais au primaire. Et je me rappelle que le professeur était assez impressionné de mes capacités, mais ça, c'est tout petit. T'sais. Et moi, j'ai toujours cru que j'avais cette capacité-là. Mais il faut savoir que comme j'ai commencé en faisant de l'humour, donc c'était la voix de plein de chanteurs. J'imitais sans arrêt. Moi, j'imitais tout le monde. Je veux dire, je nomme un nom, je l'imitais. Je faisais toutes les imitations. Hein? Que ce soit « Plume la traverse, nous dit manger de la marde, ouf, que l'importance, c'est le droit qui nous reste. » Enfin, je les faisais, OK? Et quand est arrivé dans ma carrière le zoo et la jungle, j'ai énormément chanté, mais rarement avec ma propre voix.
Mais moi, je savais que ma propre voix, il y avait quelque chose à faire avec. Et c'est pour ça que dans ma continuité de carrière, il y a eu ce passage vers les années 40, 50, en fait, les années de Frank Sinatra, parce que c'est mon père qui se berçait à cette musique-là. Et moi, j'écoutais mon père, et je trouvais ça extraordinaire, j'écoutais ce qu'il écoutait. Alors, c'est né comme ça. Mais j'avouerai qu'il y avait ces deux envies-là chez moi quand j'étais très jeune. Ouais. Les personnages, t'as développé ça avec le zoo, en fait? Oui, les personnages, encore une fois, je reviens dans mon enfance. Ah non, c'est de la psychanalyse. Je reviens dans mon enfance parce que quand je suis très jeune aussi, je me retrouve dans ma chambre. Souvent, j'étais assez solitaire pour que mes parents disaient, j'écrivais des histoires. J'avais un monde imaginaire très développé et j'inventais, je me créais des personnages. Et j'ai toujours fait ça quand je faisais de l'humour aussi. Donc, c'est sûr que c'est différent de ce que je disais en termes d'imitation et de chansons, mais j'avais ce besoin de créer des voix. Quand je racontais des histoires à des enfants, même quand j'étais tout jeune, je prenais la voix du personnage que je voulais faire. Et ça a toujours été quelque chose qui est fort. Dans mon environnement, moi, je suis originaire de Sorel. Il y avait des Hells, ils passaient dans la rue. Il y avait des garagistes, ils passaient le bain, et tous ces personnages-là faisaient partie de mon univers. Et je dirais aujourd'hui que ma capacité à transmettre en audio exactement ce que c'était, d'avoir une bonne oreille, d'être capable de dire « Ah, lui, il parle là de même, ou il parle comme ça, il parle de même, lui, ouais. » Mais ça, c'est magnifique parce que si tu es capable de traduire ça, et j'aimais écrire des histoires, j'aimais ça, écrire, raconter l'histoire, que le moteur que j'avais vu, qu'est-ce qu'il fait, s'il fait telle chose, et avec toujours beaucoup d'humour. Ouais. Oui. Tu as aussi fait de la comédie, tu as participé à des films, aussi une expérience de comédien, d'animateur aussi pendant longtemps, Enfant Soleil. Exact, je suis encore en ma 32e année avec Opération Enfant Soleil. J'ai animé pendant 10 ans Flash à TQS, qui est une émission phare sur le showbiz québécois. Et ça, c'est plus de 1500 shows en direct, de 18h30 jusqu'à 19h. Ouais, j'ai fait ça, puis j'ai continué de faire ça. J'ai animé à la radio, j'ai fait plein de choses. Mais il y a une chose qui est toujours là, c'est que j'ai toujours voulu que ça soit le Alain Dumas qui peut te sortir quelque chose qu'on ne s'attend pas. Tu sais, moi, quand j'étais étudiant, j'ai étudié en journalisme à l'Université Laval. Ben oui. J'ai terminé en journalisme et j'avais un travail, on m'offrait un travail. Et en 86, TQS venait d'ouvrir à Montréal. Alors, j'avais accepté d'aller faire l'entrevue. Et en même temps, il y avait le zoo qui commençait. Alors, j'étais un peu déchiré entre le zoo, 15 000 $ par année, et TQS qui ouvrait comme journaliste à 20 000. Alors, je dis à mon père, sur la route, après Montréal, en m'en revenant vers Québec, je passe par Sorel. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, c'est une station de TV qui vient d'ouvrir. Il t'offre 5 000 de plus. Prends la télé. Alors, moi, je pars de Sorel et je m'en vais à Québec. Et en cours de route, je fais comme non. Je vais choisir la rareté. Et j'ai choisi la rareté. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai passé l'entrevue devant un dénommé Boisjoli et un autre qui s'appelle Bombardier, qui travaille à la radio maintenant, à Radio Sport à Montréal, et c'était les deux qui m'attendaient dans le salon de CFCF où était logé TQS à l'époque. Ils m'attendaient, j'arrive là, je leur avais envoyé un démo de journalisme que j'avais fini en télé à l'Université Laval, mais avec des conneries. Okay. Alors je me disais, ils ne me choisiront pas. Et là, je les vois, je leur dis, écoutez, si vous m'engagez... Ils m'engageaient comme journaliste sportif. Ouais. J'ai dit, si vous m'engagez, je vous le dis tout de suite, je vais déconner. Parce que mes professeurs à l'Université Laval, qui étaient des gens de la tribune à Québec, des gens sérieux, ils étaient sérieux. Ils me donnaient les cours, ils me disaient, non, vous devez absolument faire de l'humour. Et ils me disaient ça. Alors, j'avais comme cette espèce de confiance de ces professeurs-là en me disant, ouais, moi, je me gênerai pas. Et j'avais dit aux gens de TQS, ils ont dit, non, on te prend comme ça, tu déconneras. Hey, wow, c'est extraordinaire. Oui. Mais j'ai choisi là où on pouvait, il n'y avait que du déconnage à faire, le zoo à ce moment-là, et c'est comme ça qu'est née ma carrière. Et oui, et effectivement, est né probablement aussi Radio Luminol, parce que ton journalisme que tu as appris, en fait, tu t'en sers dans ton émission. Parlons justement de ce projet-là. D'où vient cette idée de développer Radio Luminol? C'est-à-dire que Radio Luminol, au départ, c'est cette envie que j'ai toujours de m'inspirer de ce qui se passe.
L'actualité, là, c'est Écoute, ça a été ça pendant des années, le zoo, la jungle, en quelque part, c'est ce qu'on faisait. On arrivait le matin, une feuille blanche, les journaux, dans le temps, il n'y a pas d'Internet. De quoi on parle, J'ai fait ça toute ma vie. Là, on s'est dit, la particularité, la différence entre le zoo et la jungle de Radio Luminol, et là où elle est, c'est que on fait une réflexion. Alors, il y a beaucoup plus de réflexion, je dirais, intelligible, parce qu'on est rendu dans un univers tellement critique que si on veut rire de quelque chose ou on veut faire une moquerie, ça demande quand même une mise au départ que tout le monde va comprendre. Donc, contexte, on émet notre commentaire, on n'envoie pas ça dans les airs comme ça, comme si c'était facile à comprendre pour tout le monde. Le contexte demande ça. Donc, c'est là qu'est née l'idée de Radio Luminol en disant, OK, c'est ça où je suis rendu aujourd'hui, à la différence du zoo et de la jungle. Je suis rendu à dire, OK, c'est dans cet univers-là, maintenant qu'on travaille avec des gens qui sont un peu plus disparates dans la société. Alors, mon idée, c'est de dire, on va faire de la réflexion pour que tous les gens soient à la même longueur d'onde, et ensuite, on va envoyer notre humour à travers ça. Donc, c'est un peu plus réfléchi, mais ça n'empêche pas la folie, c'est juste qu'elle est plus explicative. Encadrée aussi. Encadrée dans un univers où on a un monde libre, on a un monde de woke, on a un monde de ci, on a un monde de ça. À un moment donné, je dis, OK, on va tenter de faire un consensus sur, on s'entend-tu pour dire que c'est de ça qu'on veut parler dans notre prochaine chanson humoristique? Voici. Et en terminant, parlons ce soir. C'est le bye-bye, en fait, de 2002. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Alors, effectivement, bye-bye de 2022 qui s'en va, 2023 qui s'en vient. Ce soir, c'est-à-dire qu'on est les mieux placés. On a traité de l'actualité à chaque semaine, en traitant de tout ce qui s'est passé à tous les jours depuis bientôt 1 an. Alors, c'était facile pour nous de retourner en arrière et de dire, OK, qu'est-ce qu'on retient? À travers ça, donc, ce sont les moments marquants de l'année, de vraiment toute l'année. Ça commence avec, on va te le dire parce que j'ai tous mes pacings dans la tête, ça commence avec, on peut dire la guerre en Ukraine parce que ça se tramait beaucoup, mais on peut aussi dire le vol de Sunwing, alors qu'eux partaient en voyage, tout ça. Et j'ai un invité par portion, alors c'est 4 portions de 3 mois. Mon premier invité, c'est Michel Charette, c'est tous des amis qui ont accepté d'embarquer, qui va venir parler, lui, des influenceurs. C'est très drôle ce qu'il raconte. Et nous, on a des chansons par rapport à ça, on a une réflexion par rapport à ça, et ça, c'est les 3 mois. Le convoi, et on est capable aussi d'arriver avec « ça s'est parlé », mais aussi d'être capable ce soir de dire « OK, mais là, on vient d'apprendre que Trudeau avait fait telle chose », de juste aller le positionner un petit peu. Bref, ça va être comme ça sur tous les mois de l'année, toute l'année 2022 à qui on va dire « bye-bye », au revoir, et ça va permettre à tous les gens qui sont ici sur place au Roquemont d'avoir justement un côté festif, puis en même temps, une réflexion sur ça a été quoi cette année-là, et on va évidemment terminer en disant à quoi on s'attend pour 2023, et on va émettre chacun un point de vue avec Rémi Tremblay et Fred Desjardins. Ouais. Est-ce que c'est votre premier bye-bye? Oui, parce que c'est notre première année. Alors, c'est notre première année Radio Luminol, et c'est vraiment les premiers balbutiements. Ça fait 1 an qu'on est là. Alors, c'est notre premier au revoir 2022, notre premier au revoir. Mais c'est certain que moi, ça fait longtemps que je veux faire ça. Et là, je suis content de pouvoir le faire. Et ici, dans cette ambiance-là, extraordinairement chaleureuse, accueillante, écoute, moi, j'adore ça. Tu vois un bel avenir de ce genre d'émission-là? Écoute, oui. Moi, je pense que oui. Mais je suis porté à dire, je vois un excellent présent aussi. Et c'est ça qui m'importe le plus. Alain Dumas, merci beaucoup. Merci à toi. Excellent. Good. Ça fait plaisir, mon ami. Ouais, moi aussi. Revue avec Michel Cloutier, animateur du matin et directeur de la programmation à Choc 88.7, et Izzy, co-animatrice du matin. Grâce à vos idées, nous avons un plan pour la transition énergétique. Léo, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais vous l'expliquer, le plan. OK. Premièrement,
maman, on veut manger plus de fruits et légumes d'ici. Ben oui, même l'hiver, grâce à notre énergie propre. C'est ce que je disais. Wow! Faut moins polluer pour se déplacer aussi! Là, tu parles de la mobilité durable. Ouais, puis tous les petits gestes comptent, fait que oubliez pas d'éteindre les lumières avant de partir, là! J'aurais pas dit mieux, mon Léo. Faites partie de la transition énergétique. Visitez énergieencommun.ca. Bon, je suis pas supposé de vous le dire, là, mais je vais avoir une invitée bien spéciale dans mes prochains spectacles. Tu sais, genre gros calibre, diva internationale, je capote! Bon, OK, je peux pas garder ça pour moi, là. Alors, moi, Rita Baga, je vais chanter et danser en duo avec... Écoutons maintenant une entrevue avec l'animateur Michel Cloutier, animateur du matin et directeur de la programmation à la radio Choc 88.7. Il est accompagné de Izzy, qui est co-animatrice du matin. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Michel. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Bonsoir, Izzy. Salut, bonsoir. Comment ça va? Bien, ça va super bien. Oui. Grosse soirée, Michel, ce soir. C'est un événement important pour la radio, peut-être? Oui, je dirais, pour nous, c'est notre dernier événement d'automne où on a sorti notre studio mobile parce qu'on s'est donné comme mission dans Port-Neuf d'être une radio de proximité et d'être avec les gens. Moi, j'ai grandi, rendu à l'âge où je suis, j'ai grandi en écoutant la radio dans les années 80-90 et je trouvais que la force de la radio à cette époque-là, la radio était partout. On allait dans des festivals, la radio était présente. On allait dans des événements sportifs, la radio était là, elle était sur place. On s'est dit dans Port-Neuf, on va aller faire la même chose, on va aller voir les gens, on va être là, que ce soit à travers d'activités plus grandioses, que ce soit dans les festivals, comme par exemple l'été dernier, on était au Blues à Donnacona et d'autres événements qui ont eu lieu dans Port-Neuf, qu'à travers nos propres événements, des fois un peu plus simples, comme notre tournoi de washer qui était pour s'amuser un peu à la blague. Mais l'important, c'était d'être avec les gens dans la région de Port-Neuf. Et c'est la mission sans contredit que s'est donnée le 88.7, c'est d'être présent avec les gens sur notre territoire, chez nous, dans Port-Neuf. Bien sûr. Izzy, parle-nous de toi un petit peu. On t'entend à la radio le matin. Depuis, quand même, ça fait quoi, quelques mois? Ça fait 2-3 mois à peu près. Il y a un certain Michel Cloutier qui est venu me chercher, qui a dit, elle a l'air d'avoir du potentiel. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Mais est-ce que tu as déjà fait de la radio avant? J'en ai jamais fait. Okay. Jamais auparavant, j'ai fait de la radio. Moi, j'ai toujours été une fille de marketing. Je suis graphiste de base. Ouais. Et puis... si tu me permets, à l'origine, Michel, on n'a pas embauché Izzy pour qu'elle puisse faire de la radio. À l'origine, c'est qu'on voulait renforcer notre département des ventes. Parce que la réalité de 2022 maintenant, c'est que souvent les clients, ils veulent acheter de la radio, mais ils veulent acheter du numérique, ils veulent acheter les sites web, ils veulent acheter le Facebook, ils veulent une espèce d'offre complète. Et comme Izzy était spécialisé dans le marketing et le numérique, on s'est dit, ça va faire un ajout à notre équipe. Et lorsqu'elle est arrivée chez nous, elle devait à l'origine être chroniqueur dans l'émission du matin, faire une petite chronique justement sur tout ce qui est le numérique. Puis elle a fait... ça a duré... 2 semaines. 2 semaines. Elle a fait deux chroniques. Elle est arrivée pour une chronique de 10 minutes, elle a fait le show au complet, puis elle est venue le mercredi d'après, elle a fait le show au complet, puis elle me dit, écoute, je ferais ça tous les jours. Ben, je dis, viens, c'est parti comme ça. Et comment tu aimes ton expérience, justement? Jusqu'à présent, j'adore ça. Bon, bien sûr, j'ai à travailler avec Michel. C'est si peu payé. Non, c'est des blagues. Non, on a développé une super de belle complicité ensemble. Puis je pense que c'est ce qui est important. Puis les gens le ressentent aussi. Moi, Michel et Déby ensemble, c'est un match là, parfait. On s'amuse à tous les matins. Il n'y a pas un matin qu'on se lève et qu'on se dit « Oh non, on s'en va travailler. » Non, on s'en va s'amuser. Puis j'espère que nos auditeurs le voient, le ressentent. Oui, probablement oui, parce que les statistiques le disent, là, je pense. Ben, écoute, si on regarde les codes d'écoute qui sortent officiels, écoutez, nous, on a eu en main les codes d'écoute le 1er décembre, mais la publication officielle, on le fait le 8. Mais comme je les avais en main le 1er, je me suis pas gêné d'en donner quelques-unes. Évidemment, en radio, généralement, on compare ça automne à automne. L'automne 2021, l'émission du matin rejoignait 4500 personnes à peu près en moyenne à chaque semaine. On est rendu à 8000. Alors, on a à peu près doublé, presque doublé pour ce qui est de l'émission matinale. La programmation de la station automne à automne, si on prend la station au complet,
On a 10 000 auditeurs de plus. On a maintenant 33 000 auditeurs. Si on fait une comparaison avec le printemps dernier, parce que le printemps dernier, on avait d'excellents chiffres aussi. On était à 31 000 le printemps dernier. Et là, on est à 33 000. Au niveau de la portée totale, on a plus d'auditeurs. On a plus d'auditeurs que la radio numéro 1 à Trois-Rivières. Et on rentre, on sait, dans le marché de Québec à Trois-Rivières. On n'est pas dans le marché de Trois-Rivières, même si on est entendu. Fait que c'est difficile de comparer directement, mais c'est juste pour vous donner une idée de grandeur. La radio numéro 1 à Trois-Rivières, on a autant d'auditeurs qu'elle, un petit peu plus. Oui. Ouais, et c'est juste 2 ans d'ouverture, en fait. C'est probablement ce qui est le plus important, en fait, à travers tout ça. Oui, et au niveau de la croissance, dans le cas de Choc FM, on est membre d'une association de radiodiffuseurs indépendants. C'est-à-dire à peu près tous les radios au Québec qui ne sont pas Cogeco, Bell, qui ne sont pas nécessairement en réseau. C'est des radiodiffuseurs indépendants comme nous, soit des propriétaires uniques dans leur localité. Bien que ça, il y en a de moins en moins. Souvent, c'est des coopératives lorsque c'est comme nous. Il y a aussi à l'intérieur de cette association-là des réseaux un petit peu plus petits comme Arsenal Média, qui est un réseau qui est en région. Le groupe Simard également dans l'Est du Québec. Et c'est sûr que ces radiodiffuseurs-là regardent la radio de Portneuf, puis voyons, en 2 ans, on a même de meilleurs résultats d'écoute que certaines de leurs stations dans des marchés similaires qui sont établis depuis longtemps. Donc, il y a vraiment eu un engouement dans Portneuf pour sa radio. Et je crois que c'est vraiment le fait de s'être approprié la région, c'est d'avoir fait de la proximité avec les gens, d'avoir été à l'image de Portneuf, d'avoir vécu avec les gens de Portneuf. Je pense que à chaque fois qu'on fait un événement et que les gens viennent nous voir, on est une gang. Ouais. C'est pas juste le personnel de la radio, on est la gang de Portneuf, c'est notre radio. Ouais. Et comment tu vois justement la radio? Là, tu es en plein dedans. Comment tu vois ça, ce monde-là? Le monde de la radio, comment je vois ça? Écoute, moi, c'est un peu comme il vient de dire dans les faits. Moi, j'ai l'impression que je suis entrée dans une famille et qu'on m'a accueillie à bras ouverts. Puis je te dirais que justement, ayant maintenant aussi, on a la radio qui est en ligne aussi. Les gens peuvent nous écouter sur notre site web directement, ce qui fait que notre portée, elle va encore plus loin. Parce que je pourrais dire que j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ils sont pas du tout dans notre secteur à nous qu'on dessert, mais nous écoutent quand même ailleurs. » Fait que moi, je trouve ça génial que le web, combiné à la radio, permet tout ça, permet d'avoir une grande portée auprès des gens. Puis, en mixant, moi, avec ma petite touche, justement, de mes connaissances de web, là, je trouve que ça fait, ça fait un feu d'artifice, c'est magnifique. Ouais. Fait que moi, j'adore ça. Je trouve qu'on a une belle famille. Comment tu vois 2023, Michel? Je pense que 2023, ça va aller de plus en plus en développement. Les gens qui m'écoutent le matin m'entendent souvent chialer contre le CRTC parce qu'on a un retransmetteur qu'il faut installer pour s'enlever de l'ombrage du Mont-Bel-Air qui nous permettrait d'avoir une meilleure portée dans une bonne partie du territoire, particulièrement à Neuville où on a des difficultés de réception. Pourtant, ils sont juste à côté de la station, mais l'antenne est à Saint-Raymond. En raison du relief, on a certaines difficultés de réception. Heureusement qu'Internet est là, qui vient combler. Les gens peuvent nous écouter en ligne, mais il y a des gens qui veulent écouter dans l'auto sur le bon vieux FM, mais ça cause des problématiques à ce niveau-là. Fait que ça, en 2023, c'est une priorité de tenter de régler cette problématique-là et de pouvoir permettre à la radio de Portneuf de rayonner encore plus loin puis de vraiment représenter la région. Pour 2023, moi, je pense que ça va être la suite de ce qu'on a fait l'année passée, c'est-à-dire de continuer de faire de cette radio-là une station de radio de proximité, qui travaille avec les gens, qui fait des teams, des tag teams super géniales. L'été dernier avec CJSR, ça a été extraordinaire ce qu'on a fait. C'est une première en région. Là. Les gens ne réalisent pas qu'il y a une particularité dans Portneuf, c'est que notre radio, elle est indépendante de propriété locale, de vraies radios indépendantes de propriété locale comme ça au Québec, il en reste 3. Si j'élimine les coopératives, il en reste 3. Il y en a une à Mont-Laurier, il y en a une à Asbestos, puis il y a la station de Portneuf. Toutes les autres appartiennent soit à une coopérative ou à un petit réseau ou à un regroupement de plusieurs stations. Donc, des radios locales comme ça, il n'y en a plus. On est la seule. Et en plus, on est un des rares et un des premiers au Québec où on s'assoit avec notre radio communautaire locale, on se donne la main, puis on travaille ensemble pour les gens de Portneuf. Souvent, il y a des endroits au Québec où ça se regarde. « Ah non, nous autres, on est à la TV. Ah, ça, c'est la radio. Ah, non. » Puis, mais non, nous autres, on travaille ensemble. On travaille pour le monde. On travaille pour les gens d'ici. Puis ce genre de partenariat-là, c'est incroyable. Là. L'été passé, faire l'émission du midi simultanée à la télévision et à la radio, à part être à Montréal puis Québec, les gros réseaux, là, on a fait ça, nous autres, en région. Là. C'était pas gênant ce qu'on a fait. C'était un Moses de beau travail d'équipe ensemble pour se donner une visibilité puis travailler dans le même sens. C'est ça, je pense, le secret.
des médias en 2022. Je pense que la région de Portneuf, on est en avance sur le reste du Québec. Puis je dis sans prétention, quand je parle avec d'autres radiodiffuseurs, puis je leur raconte ce qui se passe chez nous, ils nous croient pas toujours. Il faut quasiment nous envoyer le tape. Ouais. En terminant, il faut quand même en parler un peu. Oui. Vous aviez parti une radio en pleine pandémie. Oui. Le commerce était à terre. En 2 ans, est-ce qu'on voit justement cet engouement commercial de plus en plus à la radio? Écoute, les ventes locales, c'est assez fou. Hein. C'est en montée. Les ventes locales, ça va bien. Je vais quand même être honnête en disant que présentement, on a encore un petit peu de chemin à faire pour atteindre la pleine rentabilité de la station. Mais on s'y rapproche. Et nos ventes locales, pour une radio de 2 ans, fait des jaloux dans bien des régions du Québec qui ont des marchés similaires à la MRC de Portneuf et ils n'atteignent pas ce montant-là en vente locale. Mais il y a encore un petit peu de travail à faire, mais on est dans la bonne direction. On le sent. Là, on espère seulement qu'au niveau des nationaux, là, les McDonald's, les Canadian Tire, tous les grandes bannières nationales vont venir aussi là, se rajouter à la roue. Ça, c'est un peu hors de notre contrôle parce que ça se passe avec les agences à Montréal. Nous, on a une agence de mandatée à Montréal pour nous vendre aux nationales, comme tous les radiodiffuseurs. Puis eux, ils vont à Toronto puis ils négocient avec les grandes bannières. Et de ce côté-là, on est encore un petit peu boudé parce qu'on est une radio jeune. Ils nous connaissent pas toujours bien. Puis pour eux, ben, on est une parmi tant d'autres. Là. Donc, il faut être agressif. Il faut se permettre d'être agressif pour aller chercher ces gens-là. Puis on le fait. Fait que moi, j'ai bonne confiance qu'en 2023, on va s'en aller vers une rentabilité de cette station-là. Puis on va continuer à vraiment s'afficher et à vouloir être un leader dans la radiodiffusion. Puis de donner l'exemple, on n'a qu'à passer. Ben écoute, Michel, tu sais, toi, tu as un projet là, au niveau des agences de presse. Ouais. Ça aussi, c'est unique. Là. Ouais. Ça se fait à nulle part ailleurs. Puis on travaille dans cette direction. Oui, c'est ça. C'est ce qui nous démarque, je pense, beaucoup, puis qui fait notre popularité, c'est qu'on est complètement différent de ce qu'il y a actuellement sur le marché. Puis je pense qu'on vient à quelque chose que les gens recherchent de plus en plus. Ouais. On revient à la base, puis c'est ce qu'ils recherchent et c'est ce qu'on leur donne. Alors, Michel Cloutier, Easy, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Conférence du 16 novembre dernier au bénéfice du Fonds d'accessibilité au sport et aux loisirs de Saint-Raymond aura permis de récolter un total de 11 180 $. La centaine de participants a pu entendre les propos du cardiologue, le Dr Paul Poirier, sur les habitudes de vie et ses impacts sur notre santé. Ce fonds a pour mission d'aider financièrement les jeunes familles démunies à couvrir en partie ou en totalité les coûts reliés à l'inscription d'une activité de loisir. Le Dr Poirier a remis la totalité de son cachet de conférencier de 2 500 $ au Fonds d'accessibilité au sport et aux loisirs. Depuis sa création en 2005, les quelques 150 000 $ investis du fonds auront permis à plus de 2000 enfants de participer à des activités de loisirs à Saint-Raymond. Le Service des loisirs et de la culture de Saint-Raymond propose à la population et particulièrement aux jeunes enfants différentes activités du temps des fêtes ce week-end. Ce samedi matin, 3 décembre, sera présenté le spectacle de Noël dans nos maisons au Centre multifonctionnel Roland-Dion et un atelier de bricolage de sapins de Noël se tiendra en après-midi à la maison Plamondon. Soulignons que l'activité Où sont nos lutins se mettra également en branle dès ce samedi 3 décembre. L'activité invite les familles à repérer le plus de lutins parmi les 15 lutins qui sont dispersés au centre-ville de Saint-Raymond dans le secteur de la rue Saint-Joseph entre les avenues Saint-Jacques et Saint-Louis. La 22e guignolée des médias de Moisson Québec a officiellement été lancée cette semaine à Québec jusqu'au 31 décembre. Une collecte de rue se tenait ce jeudi matin, 1er décembre, à plusieurs endroits dans la capitale nationale, dont Portneuf, Donnacona et Saint-Raymond. Nous y reviendrons. Chaque don de 10 $ permet à Moisson Québec de remettre un panier de Noël et on souhaite en confectionner et remettre 10 000 paniers de Noël aux familles dans le besoin. Les dons en argent peuvent se faire en ligne à Moisson Québec et des denrées non périssables peuvent être déposées chez Provigo, Maxi et autres commerçants participants. Moisson Québec compte 129 organismes accrédités. 68 000 personnes sont aidées chaque mois, dont 40 % ont moins de 18 ans.
Le caricaturiste du Soleil, André-Philippe Côté, participera à la revue de l'année Bye Bye 2022 en caricature ce samedi 3 décembre au Musée de la Civilisation. André-Philippe Côté sera accompagné de Yannick Lemay, alias Y, caricaturiste au Journal de Québec, et du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Cette activité organisée par la section Québec de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec se tient depuis une quinzaine d'années. Une formule table ronde met en vedette des dizaines de dessins commentés sur scène par les deux caricaturistes et une personnalité marquante de l'année qui s'est retrouvée dans plusieurs caricatures. Le panel sera co-animé par Valérie Gaudreault, rédactrice en chef du Soleil, et Marie-Christine Trottier, journaliste à la recherche, bureau d'enquête de Québecor Média. L'activité se déroule donc le samedi 3 décembre à 13h au Musée de la Civilisation. C'est gratuit, mais il faut réserver sa place sur le site web du Musée de la Civilisation. Alors, on attend Aubert maintenant. La direction de CJSR a inauguré cette semaine son nouveau studio et on a dévoilé aussi le plan de match pour les 3 à 5 prochaines années. Donc, pour nous dresser un bref portrait, on reçoit le directeur général Aubert Tremblay. Bonsoir, Aubert. Bonsoir, Michel. J'étais justement en régie. Ah, ben oui, c'est ça. On fait tout, hein, quand on est ici. Ben oui, exactement. C'est ça le réseau communautaire. C'est parfait comme ça. C'est du direct. On a peu de temps, Aubert, mais effectivement, on a inauguré le studio cette semaine. Exactement. Le studio Desjardins, on l'appelle comme ça parce que les Caisses populaires Desjardins nous ont donné 9 000 $, ce qui nous a permis d'acheter les caméras, qui est celle qui me filme actuellement, là, les caméras robotisées, si je peux dire. Donc, c'est maintenant le studio Desjardins, officiellement. On a coupé le ruban officiel. Et aussi, notre président, Denis, a justement dévoilé un peu le plan. Denis, oui. En fait, c'est plus Chantal, en bout de ligne, qui a donné les détails, Fortin, mais du plan quinquennal. Hein, c'est ça. Chantal Fortin qui nous a fait un beau plan quinquennal. On a fait ça, on avait commencé avant la pandémie, fait que ça a été retardé. Mais si vous voulez tout savoir sur les déboires, les hauts et les bas d'une télévision communautaire. C'est disponible sur le web, ça? C'est disponible sur notre page web à cjsr3.com. Vous allez simplement dans les à propos, puis là, il y a le rapport en question, le rapport de relance, qui nous a permis de faire un beau tableau des actions à entreprendre un plan stratégique. Ben oui. Qui est composé de quoi? 4 grands thèmes? Oui, c'est ça. Trouver des revenus autres que les subventions, s'occuper des ressources humaines, la participation citoyenne, chercher des bénévoles, effectivement, la promotion et la présence numérique. C'est les 5 axes, en fait, là, du plan stratégique, c'est ça. Pour les 3 à 5 prochaines années? C'est un plan quinquennal. C'est pour les 5 prochaines années. Et moi, ça donne bien parce que, comme tu sais, je quitte la direction oui, on a su de ça cette semaine, que tu quittes la direction, mais tu seras quand même là, un peu à temps partiel quand même, pour aider l'équipe de CJSR. Je ne laisserai pas l'équipe comme ça. Là. Je vais être comme le correspondant à Neuville de CJSR. Et puis, si l'équipe a besoin d'aide, je vais toujours être disponible pour là, mais je ne serai plus vraiment directeur. Fait que je suis content de laisser un plan stratégique bien précis derrière moi. Fait que mon successeur va pouvoir utiliser le plan stratégique pour continuer à aller de l'avant avec CJSR. Parce qu'il faut que ça reste, il faut que ça dure une télévision comme oui, ça. Exactement. Ça fait quand même quoi? Combien de temps là, que tu as assumé la direction générale? 3 ans. 3 ans. C'est ça. Comment tu as apprécié en général cette expérience dans le milieu communautaire comme la TV ici? Moi, j'ai trouvé ça formidable parce que Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mon micro, d'accord. Avec les bras croisés, ça a l'air que le micro il fonctionne moins bien. J'ai trouvé ça formidable, la liberté que ça donne, justement, parce on fait toutes sortes de choses. Puis chaque membre de l'équipe peut justement se permettre de développer des facettes de lui-même. On n'est pas dans une petite case comme dans les grosses boîtes comme Radio-Canada où je travaillais avant. Évidemment, chacun, c'est normal dans une grande boîte et on est limité à notre fonction, si je peux dire. Alors qu'ici, on n'a pas le choix que de faire à peu près toutes les fonctions en même temps. Ça prend de la créativité. Ça prend de la créativité, de l'adaptabilité, si je peux dire. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Oui.
tes projets d'avenir? On sait que tu es chansonnier avec, je vais faire de la chanson avec ta conjointe. Avec ma conjointe, c'est certain. Je vais continuer à faire des reportages pour CJSR, peut-être d'autres contrats, comme j'ai déjà fait pour le Noël d'antan de Cap-Santé, par exemple. Je vais m'amuser comme ça, je vais continuer à m'amuser un peu, sans toute la responsabilité administrative. Ça, c'est peut-être le côté qui me convient moins. Mais tu es plus artiste, toi, dans ton fond d'âme. Exactement. Moi, il faut que je sois sur le terrain à créer des choses. C'est la création qui m'intéresse plus que la gestion, effectivement. Oui. Alors, Robert, merci infiniment pour ces 3 années d'expérience que tu nous as transférées. Ça a été un grand plaisir pour moi. Oui, un grand plaisir pour nous autres aussi de t'accueillir dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Merci infiniment. Ça me fait Merci infiniment. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Danick Aubert, Tony, Suzy, Luc Carole et nos invités. Merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateforme. Et on se laisse avec des images du marché du Noël d'antan de Cap-Santé qui a connu encore une fois un bon succès en fin de semaine dernière. Quelques 70 artisans proposaient leur créativité. Alors, bonne semaine. C'est juste dire que ça fait 20 ans qu'il y a des bénévoles qui se donnent à fond. Et c'est pour ça que pour cette 20e édition, on a décidé de mettre en valeur les bénévoles du Noël d'antan. Les gens qui font que chaque année, on ouvre la porte